Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette matinale du CDRT. On est ravis de participer à un événement tout à fait innovant puisque nous avons répondu il y a quelques mois de cela à une invitation d'Eurocloud qui nous a annoncé qu'il voulait lancer la Cloud Week sur le mode de la Fashion Week, donc avec pendant une semaine une série d'événements dans tout Paris sur le thème du cloud et à vocation européenne en faisant venir effectivement quelques invités vedettes, enfin des participants de différents pays et quelques invités vedettes, notamment pour les états généraux du cloud, etc. Et je crois que ça a connu effectivement un succès très important. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion déjà d'aller aux premiers événements, mais je crois que les premiers ont commencé déjà à avoir beaucoup de monde. Et cette première expérience de la Cloud Week sera probablement suivie d'un autre événement l'an prochain, peut-être encore plus ambitieux. Sachez qu'il y avait, je crois, 17 événements organisés. Ils sont à 27. 27 maintenant, donc ça n'a pas arrêté de croître. Donc 27 événements organisés pendant la semaine sur le thème du cloud. Quand Eurocloud nous a proposé de participer, donc on a bien évidemment plongé sur cette opportunité pour parler d'un sujet qui nous est cher, et je vous dirai dans quelques secondes pourquoi, le cloud des communications unifiées. Avant ça, si vous souhaitez, pendant la matinée, tweeter sur ce qui se passe ce matin, vous avez le hashtag CDRT Cloud, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour effectivement partager avec les personnes qui vous suivent les idées que vous avez entendues ce matin. Alors, bon, je vais partir avec ça. Le CDRT, quelques mots. Je pense que beaucoup ici le connaissent, mais pas tous. Le CDRT, c'est le club des dirigeants réseau et télécom. Donc, c'est un club de dirigeants d'entreprises, de sociétés de services dans le domaine des télécoms et des réseaux, et plus largement toutes les entreprises impliquées dans le monde de la convergence informatique et télécom. Ça n'est pas un syndicat professionnel, ça n'est pas un club de lobbying, mais un club d'affaires qui a pour vocation de regrouper effectivement toutes les sociétés, c'est-à-dire constructeurs, éditeurs, intégrateurs, distributeurs, opérateurs, équipementiers, qui sont dans le monde de la convergence informatique et télécom. Avec aujourd'hui, donc vous le voyez, donc c'est une association qui a été créée il y a 3 ans, qui compte aujourd'hui 75 adhérents, dont 62 sociétés, et qui a ouvert l'an dernier son club en région PACA, et cette année, au mois d'avril, en Rhône-Alpes. Le mode de fonctionnement, ce sont des rencontres, des échanges, avec des dîners thématiques trimestriels où nous invitons 3 orateurs sur un sujet particulier qui viennent donner un éclairage sur le même thème. Et donc on a la chance d'avoir 3 éclairages différents. Je vais vous donner un exemple. L'avant-dernier dîner se passait au Sénat, on était quasiment 80 et le thème c'était les objets connectés. Et on a eu là, cette fois-là, 4 intervenants tout à fait passionnants sur ce sujet-là. Sinon, il y a des ateliers technologiques ou business qui, eux, durent sur une matinée complète. Et en général, on en fait 2 par an. Nous sommes présents également sur IT Partner avec le village du CDRT qui permet de rassembler les différents membres et amis du CDRT et aussi de proposer aux adhérents du CDRT d'avoir un stand pour y recevoir leurs clients. Et puis aussi de manière ludique un trophée de golf annuel qui réunit un certain nombre de nos membres. Être membre du CDRT, c'est quoi? C'est s'informer sur l'évolution de nos métiers. On est dans un environnement, inutile de le dire, qui change considérablement. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est destiné aux dirigeants d'entreprise, parce que l'objectif, c'est effectivement de les aider à échanger, à s'informer et à prendre des décisions sur un marché qui change beaucoup et qui est parfois complexe. Et les décisions que l'on prend sur des business models, sur des recrutements, sur des choix stratégiques, il est important peut-être avant d'avoir pu les partager ou en tout cas d'avoir échangé avec ses pairs. Donc on s'informe, on se rencontre, on découvre d'autres partenaires, on découvre des problématiques, on échange sur ces différents sujets et puis on partage parce que c'est avant tout un lieu de partage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CDRT, vous avez 2 personnes à contacter. À l'accueil, vous avez vu Pascal Prévost,
et donc qui est le trésorier, c'est lui qui s'occupe aussi de la partie marketing et la partie visible donc du CDRT, et Philippe Sordet qui est ici, que vous verrez parce que c'est lui qui fera la présentation des différentes tables rondes de cette matinée, et qui est donc vice-président du CDRT. Pascal et Philippe sont les deux personnes qui effectivement sont les plus actifs et qui c'est grâce à eux que ce club vit. Donc, quand vous comprenez, compte tenu de ce thème du cloud, dans le domaine de la Cloud Week, quand on nous a proposé de participer donc à la demande d'Eurocloud, on a foncé parce qu'effectivement, cette problématique dans notre métier, hein, des éditeurs, des constructeurs, distributeurs, intégrateurs, etc., du cloud des communications unifiées, c'est un vrai sujet. Et donc, du coup, on a, avec un certain nombre de sociétés qui seront présentes ce matin, vous l'avez vu dans l'invitation, on va faire un tour d'horizon des problématiques et du positionnement. Alors, en route vers le cloud. Alors, en préparant ces tables rondes ce matin et puis mon introduction, j'ai lu un certain nombre de documents, d'études, enfin d'extraits, j'ai pas tout lu, mais je me suis rendu compte que depuis 2010, on dit ça y est, cette année, c'est l'année du cloud des communications unifiées, ça va exploser. En 2011, la même chose. En 2012, la même chose. Cette année, alors là, c'est encore mieux que jamais. Pourtant, on reste encore à 6% de pénétration dans le domaine des communications unifiées au sein des entreprises. Donc le décollage est quand même un petit peu lent, ou alors l'avion est assez lourd, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas encore vraiment décollé. Alors, si on prend une perspective un peu plus large, dans le domaine du cloud, la France a quand même du retard par rapport à ses petits voisins européens. Vous voyez, alors plus ou moins bien, mais enfin peu importe, vous voyez surtout le positionnement. En bleu, c'est la moyenne européenne, en rouge, c'est la France. À gauche, c'est la Finlande, l'Islande, l'Italie, la Suède, le Danemark, etc., etc. Où au plus haut, on est à plus de 50% d'entreprises de plus de 10 salariés qui utilisent des solutions cloud. Alors la source, c'est Eurostat, une étude 2014 au niveau européen, je crois, sur à peu près 150 000 entreprises. L'échantillon a son importance, vous verrez sur le slide d'après. Donc c'est assez représentatif et probablement assez fidèle à la réalité. La France est aux alentours de 12% de pénétration du cloud dans les entreprises de plus de 10 salariés. Là, je ne parle pas uniquement de communication unifiée, mais de cloud dans son ensemble. Donc c'est PaaS, IaaS, SaaS, etc. Autre étude, là, c'est Pierre Audouin Conseil, 2014, l'échantillon 163 entreprises. Parce que si on regarde là, on voit que le SaaS, il y a 54% des entreprises qui l'utilisent d'une manière ou d'une autre en France. Bon, alors honnêtement, c'est difficile de savoir, et je pense que si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous regardez toutes les études, avoir des chiffres fiables, c'est compliqué. Toujours est-il que ce qu'on peut dire et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une croissance très forte, d'une manière générale, tirée par l'IT complètement, et que sur la partie communication unifiée et collaboration, il y a quand même un peu de retard. Alors, si on essayait de définir un peu le cloud, donc j'ai cherché aussi un certain nombre de définitions. Ce que j'ai trouvé, c'est celle-là, qui me semble, enfin en tout cas, elle m'a bien plu et je voulais la partager avec vous. Alors, des ressources en libre service. En libre service, parce qu'effectivement, sur différents types de terminaux, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai besoin de cette fonctionnalité, ou j'en ai plus besoin, et puis je vais prendre celle-là. Voilà, c'est vraiment le libre service, c'est la vidéo à la demande. L'ouverture, quel que soit le terminal, quels que soient les réseaux, quel que soit le navigateur, etc., c'est ça. La mutualisation, parce que pour que ce soit effectivement efficace, en termes de prix, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les tables rondes, la mutualisation est importante, notamment pour celui qui propose, hein, pour que ce soit très rapide. La clé, c'est de dire, j'ai besoin de cette fonction, et c'est pas une semaine après qu'elle existe, c'est quelques minutes ou quelques secondes après que la fonction est disponible. Et puis, c'est le paiement à l'usage. C'est la vidéo à la demande. J'en ai besoin, je paye. Le mois d'après, j'ai plus besoin de cette fonctionnalité, je ne paye plus. Ce que je vous décris là, c'est un petit peu plutôt le cloud public. Alors, on verra ce que diront nos intervenants dans les tables rondes, mais de manière un petit peu
provocatrice, je dirais, le cloud privé, pour moi, c'est une hérésie. C'est peut-être pour faire plaisir à un certain nombre de personnes, de DSI, d'équipementiers, je ne sais quoi, d'intégrateurs, de dire bah, je propose une solution en interne, mais ça n'a rien de cloud. C'est finalement, je mets dans un data center des applications qui m'appartiennent. En règle générale, on dit c'est du cloud privé parce que c'est virtualisé. Si on regarde cette définition, on voit qu'on va quand même bien au-delà. Alors, on verra tout à l'heure ce que diront nos intervenants, s'ils partagent ou pas cette idée. Et on aura une séance de questions-réponses tous ensemble. Et vous aurez l'occasion également de nous dire ce que vous en pensez. Alors, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas, à la fin de la présentation ou à la pause, de rallumer votre téléphone portable. Hein, bon. Alors, sur les communications unifiées, alors, pareil, essayons une définition. Donc, c'est communication unifiée et collaboration, c'est le thème de ce matin. Donc, fourniture de solutions de communication, substituant au matériel et serveurs locaux, PABX, ACD, SVI, etc., des ressources partagées sur Internet. Bon. Avec, on voit dans le petit nuage, et puis on voit effectivement tout type de terminaux. Donc, j'ai accès, quelle que soit mon interface, mon terminal, à mes applications de communication unifiée. Voilà. C'est dans ce cadre-là que l'on se situe ce matin. Si on regarde bien, quand même, Anything as a Service, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un mode de consommation généralisé. Les entreprises n'achètent plus de photocopieurs. Elles payent à la copie. Les voitures, en général, elles les louent. Les transporteurs, beaucoup ne possèdent plus leurs camions. Ils les louent. Leur métier, c'est pas de posséder des camions, c'est d'acheminer correctement des colis, etc. Et si on regarde bien, dans la vie personnelle, dans notre vie professionnelle, de plus en plus d'activités se font effectivement comme un service. On le paye à l'usage. Hein, c'est la tendance générale. Pourtant, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, en France, 6% des entreprises seulement sont passées à UCaaS, donc communication unifiée as a service. Pourquoi? Est-ce qu'on est en France particulièrement attaché au PABX qu'on veut avoir chez soi pour pouvoir le toucher tous les matins et être certain qu'il est là, qu'il fonctionne bien? Est-ce que on véhicule des informations tellement confidentielles qu'on a besoin d'avoir ça chez soi sans penser qu'éventuellement ça passe sur les réseaux, sur des réseaux IP des opérateurs et que bon, voilà. Je ne sais pas. Là encore, des questions pour nos intervenants tout à l'heure dans les tables rondes. Mais pourtant, ça correspond à une demande croissante des entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, tiens, un petit sondage d'ailleurs. Qui, dans cette salle, aujourd'hui, a effectivement est utilisateur d'une solution de communication unifiée, visioconférence ou téléphonie, on va dire, sous forme de service, as a service. On va lever la main ceux qui le sont. Ah oui, quand même, là... donc, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. Hein. Bon. On est largement surreprésenté par rapport à... alors, d'aucuns en tireraient un slide avec... voilà, il y a à peu près 50% des entreprises, peut-être même un peu plus, qui sont utilisatrices de services de communication unifiée as a service. Oui, pourtant, c'est une demande de plus en plus forte. On veut essayer une fonctionnalité, on veut comme ici, hein, vous voyez le client qui a essayé quelque chose et puis ça ne lui convient pas, c'est pas l'ergonomie qu'on lui avait vendue, donc il revient voir son fournisseur. Et son fournisseur, aujourd'hui, hein, d'une manière générale, il rigole bien, il lui dit « Bon, attendez, ben non, on vous l'a installé, voilà, vous l'avez acheté, c'est fini, maintenant vous l'avez à vie, le truc là, tant pis pour vous si ça ne vous correspond pas. » Non, aujourd'hui, la demande, c'est de pouvoir tester facilement une fonctionnalité, c'est de pouvoir l'utiliser peut-être pour une ou deux ou trois personnes ou une dizaine sur quelques centaines dans l'entreprise, et pas pour ça d'être obligé de mettre je ne sais combien de serveurs, d'avoir des interventions chères, que ça prenne 6 mois, qu'on me parle d'upgrade et de machin comme ça. Non, c'est pas ça la demande aujourd'hui, il semble. C'est on veut quelque chose de flexible, on veut quelque chose de simple, donc il y a une vraie demande. Donc, il y a des freins à l'adoption ou au démarrage des communications unifiées en SaaS. C'est vraiment une des questions principales qu'on posera aux intervenants ce matin dans les 3 tables rondes, parce que on a besoin de savoir, à leur avis, pourquoi ça freine. Et par hasard, est-ce qu'il y en aurait parmi eux qui ont tendance aussi à freiner un peu? Parce que faut dire que ça change le business model. Hein.
quand on vend en mode projet et puis tout d'un coup on vend en mode SaaS, le compte d'exploitation prend un sacré coup. Donc il faut gérer la transition. Et puis, arriver à vendre en mode SaaS, ça veut dire aussi avoir les forces de vente, etc., capables de le faire. Et on sait que c'est une vente un petit peu différente, donc c'est pas si simple. Et puis, quand on a énormément de monde sur le terrain pour apporter des services, le mode SaaS, c'est moins de monde quand même. C'est beaucoup plus de choses à distance. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Donc, il y a quand même un certain nombre de raisons objectives pour lesquelles certains acteurs dans la chaîne de valeur ont tendance à dire on ne va pas se précipiter. Donc, on a une stratégie défensive, mais surtout, on ne va pas être précurseur. Alors, est-ce qu'on va vers un nouveau business model? Alors, aujourd'hui, j'ai pris 3 exemples, hein, ils valent ce qu'ils valent, mais Salesforce, Google avec Google for Work et Microsoft avec Office 365. Eh bien, ces 3 acteurs de taille mondiale. Alors peut-être que le taille mondiale est important, puisque en préparant les tables rondes, certains ont dit bah oui, moi j'aimerais bien, mais j'ai peut-être pas la même taille qu'eux pour imposer finalement mon approche. Mais ces 3 acteurs de taille mondiale aujourd'hui vendent directement au client final. Et l'écosystème autour, il s'est adapté. L'écosystème, ça a été de dire les revendeurs, ils n'ont pas souri au début. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an ou 2, il y a eu tout un bins avec les partenaires Microsoft, parce que tout d'un coup, les prix proposés par Microsoft, je crois que c'était sur Azure ou Office 365, étaient en direct à peu près moins chers ou au même prix que revendaient à leurs clients. Enfin, achetaient plutôt. Donc, la chose s'est corrigée. Mais comme quoi, c'est pas très simple. Mais du coup, les partenaires ont trouvé leur place dans la chaîne de valeur. Et quels sont ceux qui utilisent une de ces 3 applications dans la salle? Très bien. Quels sont ceux qui l'achètent directement? Parce qu'on peut, dans certains cas, passer par un partenaire. Quels sont ceux qui l'achètent directement, soit chez Google, Microsoft ou Salesforce? D'accord, donc c'est une grosse majorité. Eh bien, j'imagine que vous avez peut-être été accompagné par un partenaire dont le rôle, c'est plus du conseil, de la conduite du changement, un accompagnement, mais l'argent, il le fait plus sur la revente de licences. Donc, il faut trouver sa place dans la chaîne de valeur. Est-ce que nos intervenants de ce matin, je sais que certains d'entre eux, aux États-Unis, par exemple, vendent en direct, comme ça, mais pas en France. Je serais curieux de savoir si c'est parce que le marché est différent ou pas. Et mais on leur posera la question, de savoir si effectivement le business model va changer pour eux en France. Alors, un certain nombre de freins. Et voilà, qu'est-ce qui manque? Quels sont les freins? Et c'est un petit peu les questions. Est-ce qu'il faut de nouvelles applications pour ça? Est-ce que les applications sont trop en silo? Je sais que c'est un des commentaires que j'ai eu et que donc du coup c'est un peu compliqué. Est-ce que plus de mobilité dans l'entreprise va faire que on aura vraiment besoin? Si le terminal de plus en plus pour se connecter, enfin c'est pas de plus en plus, aujourd'hui le terminal qui se connecte le plus à Internet, c'est celui-là. Avec ça, dans l'entreprise, si effectivement vous avez les mêmes services de visio et de téléphonie là-dessus que sur les terminaux fixes, ça coûte quand même moins cher que de doubler le nombre de terminaux pour vos collaborateurs. Ça donne de la flexibilité, etc. Donc, est-ce que le fait d'avoir de plus en plus de mobilité va induire un changement de ce côté-là? Est-ce qu'il faut des prix plus bas? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que l'offre n'est pas très lisible aujourd'hui dans les différents intervenants? Est-ce qu'il faut plus de confiance dans certains? Bon, un certain nombre de freins. Voilà les questions qui seront posées ce matin dans les 3 tables rondes qui vont nous permettre de répondre à ça. Alors sur les 3, il y en a une première qui va adresser plus particulièrement le thème de la collaboration visuelle, donc la visioconférence. Donc comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui il y a Skype for Business, les Google Hangouts qui impactent, il y a le WebRTC qui arrive, qui est assez disruptif. Il y a des salles, il y a des solutions cloud. Comment est-ce que tout ça évolue? On va l'aborder. La table ronde numéro 2 sur la partie communication unifiée, la téléphonie dans le cloud. Qui fait quoi? Entre l'opérateur, le constructeur qui devient éditeur et l'intégrateur, et le distributeur d'ailleurs. Qui fait quoi dans ce-là? Est-ce que ça va changer? Et puis la dernière table ronde, c'est... Alors ça fait un moment qu'on le dit ça, mais est-ce que l'IPBX, installé à l'échelle client final, est un modèle en voie de disparition? Ça fait un moment que certains disent l'IPBX est mort. Alors au départ c'était pour passer à l'IP. Hein, je crois que c'est Chambers en 98 qui avait dit le PABX est mort.
il a vécu quand même pas mal de temps après. Donc certains disent que l'IPBX chez les clients, c'est mort. Il risque de vivre encore un peu. Mais donc notre troisième table ronde va nous permettre de le dire. Et donc les trois tables rondes seront avec un certain nombre de représentants des sociétés qui sont là, que je tiens à remercier particulièrement, parce que c'est grâce à ces sociétés qu'on a pu organiser cette matinale. Et ce sont eux que vous allez écouter dans quelques minutes. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente matinée, j'espère que ça répondra particulièrement à vos attentes. N'oubliez pas le hashtag de tout à l'heure, c'est CloudCDRT, donc, et je vous invite à partager tout ce que vous allez entendre ce matin, si c'est intéressant, sur les réseaux sociaux. Merci, excellente matinée.